Direction le Brésil cette semaine pour découvrir l'une des affaires les plus célèbres du pays. Un jeune homme va prendre en otage son ex-petite amie et 3 de ses amis. Cette prise d'otage durera 101 heures, du lundi au vendredi. Les policiers sont perdus, les journalistes, eux, rôdent comme des vautours. Et durant ces 5 jours, c'est le pays tout entier qui suivra en direct à la télévision cette incroyable histoire. Histoire qui est à ce jour considérée comme l'une des plus grandes tragédies jamais diffusées en direct à la télévision. Alors déjà, qu'est-ce qui peut bien justifier 5 jours de prise d'otage ? La police sera montrée du doigt, pire même. Leurs mensonges seront dévoilés au grand jour. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire d'Eloa Pimentel. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'histoire du jour commence par une histoire d'amour. La jeune Eloa, âgée de 12 ans, tombe amoureuse du beau Lindenberg Alves, âgé de 19 ans. Nous sommes alors en 2005 dans la région ABC Paulista, située en périphérie de Sao Paulo. La jeune Eloa est comblée, et d'ailleurs cette nouvelle relation ne va en rien impacter ses excellentes notes à l'école. Alors malgré la différence d'âge, et comme il est respectueux, les parents d'Eloa finissent même par accepter cette relation. Et d'ailleurs, Lindenberg s'entendait très bien avec le frère d'Eloa, qui est plus jeune que lui et qu'il prenait pour un exemple. Le frère d'Eloa était heureux de savoir sa sœur avec Lindenberg. Alors au début, tout se passe bien, mais les choses vont progressivement dégénérer. Eloa découvre le caractère difficile de Lindenberg. Il est du genre nerveux, passionné de foot, il cumule 2 jobs de livreur et il est plutôt du genre taciturne. Il est en fait tout l'inverse de la solaire Eloa. Eloa qui avait une facilité déconcertante à lier des amitiés, et c'est de la jalousie que va ressentir Lindenberg. Il la veut rien que pour elle, et finalement tout était prétexte à s'en prendre à elle. Il rompait sans explication avec perte et fracas pour un oui ou pour un non. Eloa en était bouleversée. Elle le suppliait alors de revenir avec elle, et effectivement, il revenait comme si de rien n'était. Lindenberg était également très autoritaire, et on peut imaginer qu'avec une telle différence d'âge, 12 ans et 19 ans, son autorité devait être exacerbée. Moi, je sais tout, toi, tu es trop jeune pour comprendre, alors je vais te dire quoi faire, quoi penser. Je pense que vous voyez l'idée. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être violent psychologiquement, il l'était aussi physiquement. Eloa ne disait rien de ses problèmes à son entourage, mais un jour, un proche l'apercevra à un arrêt de bus en compagnie de Lindenberg qui la frappait. Le couple va vivre comme ça pendant 2 ans et 7 mois. Ils vont de rupture en réconciliation et en 2008, alors qu'Eloa a 15 ans et Lindenberg 22, celui-ci rompt une énième fois. Et cette fois, c'est trop pour Eloa. S'il veut partir, qu'il parte. Et bon débarras. Elle a confié à une amie qu'elle ne voulait plus de cette relation et qu'elle en avait assez de ces sautes d'humeur et de cette violence permanente. Donc, Eloa est cette fois bien décidée à mettre un terme à tout ça. Elle n'a plus 12 ans, elle a grandi, elle aspire à autre chose. Et plusieurs garçons commencent même à s'intéresser à elle à l'école. Alors, elle s'est sans doute rendue compte que l'herbe ne pouvait être que plus verte ailleurs. Et quand Lindenberg se rend compte que cette fois Eloa ne reviendra pas, puisqu'elle refuse désormais tout contact avec lui, et ce malgré son insistance, eh bien il devient foudrage. Il ne supporte pas l'idée qu'elle mette un terme à leur relation, alors il va commencer à la traquer. Il est véritablement obsédé par l'adolescente. Où qu'elle aille, elle le voit passer avec sa moto. À chaque fois qu'elle sort de l'école, elle le voit. À chaque fois qu'elle sort de chez elle, elle le voit, il est juste là, mais il ne s'arrête jamais, l'air de dire « Je suis là, je t'observe et je ne te lâcherai pas ». Et son comportement, forcément, inquiète Eloa, et elle va enfin commencer à en parler à ses parents et à ses amis. Elle leur explique se sentir menacée. Mais à peine Lindenberg a-t-il commencé son petit manège qu'il va passer à la vitesse supérieure. Comme il bout de l'intérieur, qu'il enrage qu'Eloa refuse tout contact, eh bien il décide de se rendre chez elle dans le but de la récupérer de gré ou de force. Et il prévoit de procéder de la manière suivante.
Il va se procurer une arme et pénétrer par effraction chez elle. Il choisira un moment où ses parents et son frère ne sont pas encore rentrés, et donc un moment où elle est supposée être seule. C'est ainsi qu'il table sur le lundi 13 octobre 2008 à 13h. Nous sommes alors un mois après la rupture. Il connaît l'emploi du temps d'Eloa. Il sait qu'elle n'a pas cours l'après-midi, que ses proches ne seront pas là avant la fin de la journée. Alors c'est parfait. Et effectivement, le lundi 13 octobre à 13h, il parvient sans difficulté à pénétrer dans l'appartement. La porte n'était pas verrouillée. Il se précipite alors arme au poing à l'intérieur. Mais aux surprises, Eloa n'est pas seule. Avec elle, il y a 3 de ses camarades de classe. Il y a Nayara, sa meilleure amie, Iago Vilela de Oliveira, le petit ami de Nayara, et enfin Victor Lopez de Campos. Ils sont tous âgés d'une quinzaine d'années, ils sont tous dans la même classe. Et il s'avère que ce jour-là, après les cours, ils se sont tous rassemblés chez Eloa pour faire un devoir de géographie. Et donc, alors que les filles étaient dans la cuisine à préparer à manger et que les garçons étaient dans le salon sur l'ordinateur à étudier, voilà que débarque Lindenberg. Il est surpris et il leur dit qu'ils ne sont pas censés être là. Il explique, tout en menaçant le petit groupe de son revolver calibre 32, que s'ils bougent, ils sont morts. Puis, il a montré son sac rempli de munitions. Et dès le début, quand il sera en face d'Eloa, il va la gifler. Sa colère est vive. Il est outré de voir 2 garçons chez elle. Alors Eloa est prise de panique, elle a peur, elle se met à pleurer, et jaloux comme un pou, il va s'en prendre physiquement aux garçons. Il va les frapper, il va les insulter. Quant à Nayara, sachez qu'il la déteste, il a toujours trouvé qu'elle avait une mauvaise influence sur Eloa, et les deux s'étaient rencontrés, Eloa et Nayara, un peu plus tôt cette année, c'était un coup de foudre amical, elles sont très vite devenues meilleures amies. Donc, comme tout ce beau monde a dérangé ses plans, eh bien, il décide de garder les 4 adolescents en otage et barricade la maison. Eloa va essayer de le raisonner et désespérée, avec les heures qui passent, elle va même finir par lui proposer de se remettre ensemble. Là, tout de suite, maintenant. Mais Lindenberg n'est pas dupe. Il se doute que c'est là une stratégie de sa part, ce à quoi il lui a répondu qu'il avait bien essayé de lui parler plusieurs fois auparavant, mais qu'elle n'a jamais voulu. En plus, il trouve des garçons chez elle. Il lui dit que maintenant, c'est lui qui ne veut plus être avec elle. Et le premier espoir des otages arrivera en fin d'après-midi. Voilà le père d'Eloa qui arrive, comme à son habitude, après sa journée de travail, mais il se rend compte qu'il n'arrive pas à entrer. Il est bientôt rejoint par le père de Victor, souvenez-vous, l'un des adolescents, qui s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de son fils qui était censé venir étudier chez Eloa et rentrer plus tôt. Il constate que c'est fermé de l'intérieur et ils vont vite comprendre les choses lorsque Lindenberg se manifestera. Il leur explique rapidement la situation, puis il dit au père d'Eloa qu'il a été toujours très attentionné avec lui, et pareil d'ailleurs, toute la famille, mais qu'Eloa ne s'en sortira pas vivante. C'est comme ça. Après avoir voulu la récupérer, il veut désormais la tuer. La police est alors mise au courant de la prise d'otage et une unité spéciale sera dépêchée sur place. C'est le GATE, le groupe d'action tactique spécial, sorte de GIGN brésilien. C'est le GATE qu'on appelle en cas de prise d'otage. Ils sont entre autres spécialisés dans les négociations et les interventions dangereuses. Et il y a bientôt plus de 70 policiers qui sécurisent le bâtiment. Et le GATE va commencer les négociations via le téléphone du domicile d'Eloa. Les agents essayent alors de le convaincre de relâcher les otages. Et dans le fond, ce que veut vraiment Lindenberg, c'est rester seul avec Eloa. Les autres ne l'intéressent pas. Alors il décide dans la nuit de relâcher les garçons. Il propose même à Nayara de partir avec eux, mais elle refuse. Elle ne veut pas laisser son amie seule avec lui. Lindenberg n'y voit pas d'objection après tout. C'est toujours bien d'avoir une monnaie d'échange supplémentaire. Il sait qu'elle pourrait lui être utile plus tard, donc il accepte. Alors quand les garçons sont relâchés, c'est un soulagement pour les policiers. Ils n'ont de cesse de converser avec Lindenberg, qui refuse de faire quoi que ce soit d'autre. Et si eux font quoi que ce soit, il prévient encore une fois qu'il va tuer les otages. En parallèle, les policiers préviennent les proches des adolescents. Ils doivent rester loin des médias pour ne pas entraver l'enquête et surtout les négociations.
Ils savent que les médias ne vont sûrement pas tarder à apprendre la nouvelle et qu'ils vont en faire leur chou gras. Et effectivement, à 7h du matin, le mardi, on est donc le lendemain, l'affaire va pour la première fois être abordée à la télévision. Dans l'édition du matin, une journaliste présente les faits en duplex devant l'immeuble d'Eloa. Dès lors, l'affaire sera omniprésente dans tous les médias du pays. Et le pied de l'immeuble d'Eloa devient le QG des journalistes et des policiers de la ville. Le pays tout entier va se passionner pour cette affaire et bientôt on ne parle plus que de ça. La prise d'otages a alors commencé depuis 18h. Et dans les faits, les policiers sont tributaires du bon vouloir de Lindenberg et ils vont rapidement remarquer ses sautes d'humeur, tantôt nerveux, tantôt agressifs, parfois calmes, d'autres fois enjoués. Leur plus grand espoir, c'est qu'ils tombent de fatigue et qu'ils finissent par s'endormir. Nombre de prises d'otages se sont terminées comme ça, par le preneur d'otages qui s'endort et la victime qui en profite pour s'enfuir. Et je ne sais pas comment Lindenberg s'y prendra, mais non, il n'y a jamais un moment en 5 jours où il s'endormira et où les otages pourront en profiter pour s'enfuir. Peut-être qu'il les a enfermés dans une chambre ou autre, je ne sais pas. Et toujours ce matin même, donc le mardi, un coup de feu retentit. C'est Lindenberg qui vient de tirer en l'air par la fenêtre. Puis voilà qu'apparaît à cette même fenêtre Eloa, en pleurs, et tenue en joue par Lindenberg. A priori, le preneur d'otages aime l'attention qu'on lui porte et ce coup de feu, c'est un peu une manière de dire « je suis surpuissant, je contrôle tout, écoutez-moi ». Et d'ailleurs, il faut préciser que comme les parents d'Eloa venaient de faire les courses, il y a assez de nourriture à l'appartement pour tenir à plusieurs tout un mois. Mais ils utiliseront une petite corde de fortune et cette fenêtre pour recevoir des objets bien spécifiques qu'ils réclamaient auprès des autorités. Et souvent, c'était des aliments. Voilà, c'était rien de très spécial. Mais en réaction à ce coup de feu, les policiers décident de couper l'électricité, ce qui a rendu Lindenberg furieux. Les policiers ont alors exigé, en échange du rétablissement du courant, qu'un otage soit libéré. Et c'est Nayara qui sera libérée sous les yeux étonnés des journalistes. Nous sommes alors toujours le mardi 14 octobre, mais cette fois au soir. Les rédactions sont en effervescence, toujours plus de journalistes affluent. La nouvelle de la libération de Nayara est relayée toujours plus massivement et la situation n'est plus possible. Il y a des journalistes, des caméras et des micros partout. Il y a aussi des badauds. Et sachez, pour la petite histoire, qu'il y a même eu des admiratrices qui sont venues crier leur amour pour Lindenberg en bas de l'immeuble. Et oui, c'est comme ça. Il y a des femmes qui sont attirées par les criminels. Je parle sans arrêt de cet exemple, mais c'est le meilleur de tous. C'est Richard Ramirez et son fan club digne d'une rockstar. Et allez voir ce qu'il a fait. C'est immonde, immonde, immonde. Il y a vraiment des choses plus graves que d'autres. Lui, il est dans le top de l'immonde. Les personnes âgées, les enfants, il s'attaquait à tout le monde. Donc, bientôt, c'est un véritable cirque au pied de l'immeuble d'Eloa, à tel point que les policiers vont, au matin du mercredi 15 octobre, éloigner tout le monde. Ils vont élargir le périmètre de sécurité, qu'à cela ne tienne, pour les journalistes. Ils vont réussir à louer des appartements situés juste en face et ils vont également installer du matériel de pointe pour ne rien rater de la prise d'otage. Nayara racontera plus tard que Lindenberg n'avait de cesse de regarder les nouvelles et qu'il était assez fier. Être à ce point au centre de l'attention lui donnait l'impression d'être quelqu'un d'important. Il s'était vanté de ça et Nayara lui avait ri au nez. Voilà. Elle a aussi témoigné que l'humeur de Lindenberg changeait souvent et sans raison apparente. Elle s'était dit que quelque chose n'allait pas chez lui, mais d'un point de vue psychologique. Une pathologie psychologique, laquelle on ne sait pas. Donc, gardez bien à l'esprit que Lindenberg sait tout en temps réel de l'intérieur. Il n'a qu'à allumer la télé ou la radio, les journalistes racontent tout, jusqu'au déplacement des policiers autour de l'immeuble. Et en sachant que les journalistes ont des taupes auprès des policiers, il en sait beaucoup trop, Lindenberg. Donc les policiers sont dépités. Quoi qu'il se passe, les journalistes le relayent. Et d'ailleurs, les journalistes vont essayer d'interroger les policiers, mais la police a toujours décidé d'œuvrer en silence. Plus les journalistes relayent l'affaire, et plus, en réalité, ils risquent d'entraver les négociations, et c'est le pire cas de figure qui puisse arriver. Mais c'est mal connaître les journalistes, puisque le soir même, toujours le mercredi, voilà qu'ils obtiennent une interview de Lindenberg en personne. Le voilà qui passe en direct à la télévision. Et là, c'est le coup de grâce pour les policiers.
Les pauvres, alors qu'ils se démènent pour garder leur enquête secrète, dans le but, encore une fois, de protéger les otages, voilà qu'ils découvrent, en regardant la télévision, comme n'importe quel autre Brésilien, que Lindenberg est tranquillement en train de converser par téléphone avec une journaliste du journal national, et cela fait alors 55 heures que la prise d'otage a commencé. Dommage pour les policiers qui avaient passé un temps non négligeable à rassurer les journalistes et la population en leur disant que la situation était sous contrôle. Et voilà que Lindenberg, en roue libre à la télévision, fait comprendre l'inverse. Catastrophe, mais c'est trop tard. Lors de ce court appel, Lindenberg ne va pas beaucoup s'étaler et il va offrir une autre version à la presse que celle qu'il offre en privé. Il ne dit pas cette fois qu'il veut tuer Eloa, mais qu'il la relâchera, qu'il ne sait pas quand et que c'est comme ça. Personne ne pourra rien y faire alors qu'ils attendent. Et les journalistes feront même intervenir sa propre mère qui le suppliera de sortir et de ne faire de mal à personne, mais en vain. Il n'écoute pas sa mère, il s'en moque, il ne lâche rien. Tout le monde comprend alors que les négociations avec la police sont au point mort. Et d'ailleurs, les Brésiliens vont se demander où en sont ces négociations justement. Pourquoi les choses tardent-elles à ce point ? Eh bien, dès le lendemain matin, le jeudi, ils en sauront plus puisqu'à la surprise générale, les journalistes vont filmer une scène à peine croyable. Une femme en civil est encerclée par des policiers. Les journalistes pensent à ce moment que c'est là une policière en civil qui s'apprête à entrer dans l'appartement. Mais non, c'est Nayara. Elle est donc encerclée de policiers devant la porte de l'appartement et au même moment, Lindenberg tient en joue Eloa. Alors imaginez que les Brésiliens découvrent tout ça en même temps que les journalistes en direct à la télévision. Et on apprendra plus tard que les policiers avaient conclu un marché avec Lindenberg. Lindenberg qui réclamait le retour de Nayara, qui devait, selon lui, je cite, aider aux négociations. Et il était convenu avec Lindenberg qu'elle serait aussitôt relâchée. Il a donné sa parole, promis, juré, craché. Est-ce que vous sentez d'avance comment cette idée, elle sent mauvais ? Donc, c'est ainsi que les policiers ont renvoyé la pauvre Nayara à l'appartement. Et il faut le dire, elle n'était pas du tout d'accord, la pauvre. Elle trouvait ça trop risqué, mais on ne lui a pas laissé le choix. Les autorités l'ont littéralement intimidée. Et en plus de ça, ils lui ont fait une sorte de chantage. Si tu n'y vas pas, ta meilleure amie va mourir. Et en plus, tu ne risques rien, Nayara. Tout est sous contrôle, puisque Lindenberg a promis juré. Alors, Nayara a été escortée jusque chez Eloa. Et devinez quoi ? Elle a été reprise en otage. Puisque sans surprise, Lindenberg ne respectera pas sa promesse et refusera aussitôt entrer dans l'appartement de la relâchée. Et là, à ce moment, les policiers passent pour des amateurs, voire même des crétins. C'est quand même du jamais vu, faire confiance à un criminel, appelons un chat, c'est la honte. Et c'est la crise. Et c'est peut-être ça qui va précipiter les choses. Après une telle débandade, la police se doit de rétablir son honneur, et ce sera fait de la pire des manières. Mais ça, on y reviendra plus tard. Rien ne va se passer jusqu'au lendemain, au matin du vendredi 17 octobre. Un procureur est dépêché sur les lieux avec un document qui donne l'assurance à Lindenberg qu'il ne sera pas blessé s'il se rend. C'était là l'une de ses demandes. Sachez qu'il avait d'ailleurs un avocat à ce moment. Il n'en avait pas au début, mais il n'a pas perdu le nord. Et pendant la prise d'otage, il s'est entouré d'un avocat. Et donc c'est son avocat qui a entériné l'accord avec le procureur en fonction des exigences de son client. Puis coup de théâtre. En fin d'après-midi, après 101 heures de prise d'otage, la chaîne de télévision Globo annonce la fin de la prise d'otage. Le journaliste César Galbao explique alors en direct à la télévision que la police, après avoir entendu un coup de feu à l'intérieur de l'appartement, a lancé l'assaut. Ils ont fait sauter la porte d'entrée avant d'entrer dans les lieux. Mais le temps qu'ils agissent, c'était trop tard. Eloa et Nayara avaient été touchés par les tirs de Lindenberg et emmenés à l'hôpital. Puis en duplex de l'hôpital, c'est cette fois la journaliste Karina Patiega qui a donné les dernières informations. Elle explique que Nayara a été touchée au visage mais que sa vie n'est pas en danger. Quant à Eloa, Lindenberg lui a tiré une balle dans la tête et une balle dans l'aine. Son état est dramatique. Quant au ravisseur, tout va bien, il n'a pas été blessé et il a été conduit au commissariat. Puis voici qu'une poignée d'heures plus tard, un flash info officiel annonce la mort
d'Eloa. Puis dans la foulée, un communiqué d'excuses du bureau de presse du gouvernement est publié. Non, c'est une erreur. Eloa n'est pas morte. Il y a eu méprise, elle a juste fait une crise cardiaque. Alors ça fait un peu beaucoup quand même pour les Brésiliens, entre les policiers et les journalistes, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc après la police, c'est le bureau de presse du gouvernement qui est montré du doigt pour son amateurisme. Mais voilà que le lendemain, on annonce la mort cérébrale d'Eloa, la vraie cette fois. La pauvre est en état de mort cérébrale, il n'y a plus rien à faire. Elle meurt à l'âge de seulement 15 ans. Ses parents feront don de ses organes. On en apprend aussi un peu plus sur le dénouement de cette affaire. Eduardo Félix de Oliveira, le commandant de l'opération, donc le commandant du Gate, a expliqué qu'ils n'ont eu d'autre choix que d'intervenir lorsqu'ils ont entendu tirer à l'intérieur de l'appartement. Il n'y avait finalement rien d'autre à faire. Voilà, a priori, fin de l'histoire, sauf qu'en fait, elle est loin d'être terminée, cette histoire. Puisque le samedi 18 octobre au soir, le jour de la mort d'Eloa, le lendemain de la fin de la prise d'otage, le journal national va proposer un reportage exclusif dans lequel le journaliste César Tralli va démonter la version des policiers. Et ce reportage aura d'ailleurs une haute récompense dans le milieu du journalisme. Et voici ce qui s'est passé selon la rédaction du journal national. Souvenez-vous, même s'ils avaient été éloignés par les policiers, les journalistes étaient tout de même restés sur les lieux depuis le bâtiment d'en face. Ils avaient élu QG et enregistré tout ce qu'il était possible d'enregistrer, caméra, micro. Ils avaient sorti les grands moyens. Et comme, je vous le disais aussi, les policiers ont expliqué avoir entendu un coup de feu à la suite duquel ils ont lancé l'assaut. Sauf que, sur les bandes d'enregistrement des journalistes, on n'entend aucun coup de feu. C'est le silence total avant l'explosion de la porte. Un spécialiste a alors été interviewé et a témoigné que l'étude poussée des bandes audio a prouvé qu'effectivement il n'y a eu aucun coup de feu. Le premier bruit qu'on entend, c'est l'explosif qui a été posé devant la porte. Et ils ont aussi découvert que 4 agents du Gate avaient témoigné, non pas auprès des journalistes, mais auprès de leur hiérarchie, comme le veut la procédure. Et ils ont témoigné avoir entendu ce fameux coup de feu, mais chacun est resté flou. Ils ne se souviennent plus très bien quand. Et pire même, un reportage ultérieur intitulé « Était-il nécessaire de lancer l'assaut ?» mettra en évidence que c'est l'assaut du Gate qui a précipité la mort d'Eloa. En lançant l'assaut, elle était condamnée et Nayara, elle, a eu beaucoup de chance, puisque déjà, ça a été prouvé, non, il n'y a pas eu de coup de feu. Les différentes rédactions vont passer leur bande audio et vidéo au crible et ils sont unanimes. Aucun coup de feu n'a été enregistré avant l'assaut. Ils ont analysé 12 minutes par le biais de spécialistes, les 12 minutes précédentes. On entend juste un long silence puis une explosion. Donc il apparaît que le Gate s'est décidé à lancer l'assaut par surprise. Or, du moment où la porte explose au moment où le premier agent du Gate peut pénétrer dans l'appartement, il faut 15 secondes. C'est comme ça, ils ne peuvent pas faire autrement. Impossible de pénétrer avant. Or, 15 secondes, c'est un délai trop long. Assez long pour laisser le temps à Lindenberg de tirer 2 fois sur Eloa et 1 fois sur Nayara et même une autre fois sur un policier du Gate qui venait de rentrer. Quoi qu'il en soit, ça lui a laissé le temps de tirer sur les filles, ainsi qu'un policier. À l'arrivée du Gate, Nayara, touchée, mais bien consciente, s'est précipitée dehors. Quant à Eloa, elle était inconsciente. Ce qui veut dire, selon les journalistes, que l'opération du Gate était de 1, préméditée, contrairement à ce qu'ils disent, et de 2, cette intervention était vouée à l'échec dès le départ. Et les journalistes seront bientôt rejoints par l'opinion publique qui partage leur thèse et non celle des autorités. Et pour les Brésiliens, avoir attendu 101 heures, se précipiter comme ça, avoir retourné un otage et lancer une opération sans se rendre compte qu'elle donne 15 précieuses secondes aux ravisseurs, ça fait beaucoup. Sans compter que les autorités ont menti pour cacher leurs boulettes. Fausses déclarations, faux témoignages. Et pour tous ceux qui avaient encore un doute, sachez que Nayara va venir confirmer la version des journalistes le mois suivant. Nous sommes alors le 2 novembre 2008. La pauvre, elle est pourchassée par tout le monde. Elle a été pourchassée par les journalistes. Traumatisée, elle ne voulait pas faire d'interview, mais elle a été travaillée au corps 2 semaines durant par une journaliste qui réussira à la convaincre. Et d'ailleurs, ce sera la seule interview jamais donnée par Nayara.
Et au détour de cette interview, elle confirme que Lindenberg n'a tiré aucun coup de feu ce funeste vendredi après-midi. Elle explique que le seul bruit qu'elle a entendu, c'est le bruit de l'explosion. Avant, tout était calme. Elle explique que si pendant un moment, Lindenberg voulait tuer Eloa, peu de temps avant l'assaut, il avait manifesté l'intention de les libérer. Alors les filles avaient repris espoir. Nayara a dit qu'elle le pensait sincère, que les négociations entre les policiers et son avocat avaient enfin porté ses fruits. Et puis peu de temps après, il y a eu une énorme déflagration qui a en premier lieu surpris Lindenberg, et elle aussi, forcément. À ce moment, les filles étaient toutes les deux allongées. Nayara, en entendant l'explosion, a eu le réflexe de se couvrir la tête avec sa couverture, puis elle a senti un goût bizarre dans sa bouche. Avec l'adrénaline, elle ne s'est pas rendue compte sur le moment qu'on venait de lui tirer dessus, en plein visage. Alors ce goût bizarre, c'était son sang. Puis en entendant les cris des policiers, elle a retiré la couverture, elle a vu Eloa inconsciente et couverte de sang. Elle n'a pas perdu une seconde et elle s'est précipitée dehors. Elle apportera aussi des précisions sur son retour 24 heures après sa libération et elle a expliqué, je cite, « Je suis montée à l'étage jusqu'à l'appartement, comme la police me l'avait ordonné. Lindenberg m'a demandé de m'approcher de la porte d'entrée. À travers la commissure de la porte, je l'ai vu pointer son arme sur la tête d'Eloa. J'avais peur qu'il me tire dessus si je m'enfuyais. Il m'a dit de donner la main à Eloa et m'a tiré à l'intérieur. Le bras d'Eloa était meurtri et elle m'a dit qu'elle avait été battue toute la nuit. À ce moment, elle m'a dit qu'elle savait qu'elle allait mourir. Quand je suis revenue, l'état d'Eloa s'était dégradé. Elle alternait entre des périodes de calme et des périodes d'hystérie. Elle était nerveusement à bout. À un moment, émotionnellement à bout. Imaginez que pendant des jours, c'est moi qui fais une aparté, on vous pointe une arme dessus, vous disant qu'on va vous tuer. Imaginez. Alors au bout d'un moment, et je reprends ma citation de Nayara, elle a même demandé à Lindenberg de mettre fin à tout ça, tout de suite. Elle lui a dit que de toute manière il allait la tuer, alors autant le faire tout de suite. Fin de citation. Et quant à Nayara, après tout ça, elle se lancera dans des études d'ingénieur et se fera plus discrète que jamais, retournant à l'anonymat et refusant, comme je vous le disais, jusqu'à ce jour encore, toute interview. Quant à Lindenberg, lorsque son procès s'ouvrira le 13 février 2012, la stratégie de son avocat sera de classer le crime comme un crime passionnel. Il va prier le juge de prendre en compte le fait que Lindenberg n'avait pas de casier judiciaire et qu'il travaillait. L'accusation, quant à elle, a défendu la thèse selon laquelle Lindenberg était un homme dangereux, froid et calculateur qui a prémédité tout ça. Et après 3 jours de procès ultra médiatisé, imaginez que cette affaire, c'est l'équivalent en France de la prise d'otage de Neuilly qui a lieu quand moi-même j'étais enfant, donc c'était il y a très très longtemps. Eh bien, Lindenberg sera finalement condamné le 16 février 2012 à 98 années de prison pour le plus grand bonheur des Brésiliens. Mais il fera appel de sa condamnation et elle sera réduite à 39 ans de prison. Et devinez quoi ? En 2001, soit 13 ans après le meurtre d'Eloa, un juge a accepté qu'il soit en semi-liberté pour bonne conduite. Ce qui veut dire qu'il travaille le jour dehors et qu'il rentre la nuit dormir en prison. Et avouez qu'il n'y a pas plus chanceux que ce Lindenberg. Passer de 98 ans de prison à un régime de semi-liberté à peine 13 ans plus tard, régime d'ailleurs de semi-liberté qui annonce généralement une libération à venir. Si on vous fait assez confiance pour que vous puissiez travailler dehors le jour, généralement ça sent la libération sur parole dans pas longtemps. Mais manque de bol pour lui, les Brésiliens ne veulent pas. Ils sont déjà choqués qu'il soit en semi-liberté. Ils ont exigé qu'il ne soit pas libéré avant d'avoir purgé une peine plus décente, voire même si possible l'intégralité de ses 39 ans. Mais avec le jeu des remises de peine et son excellente conduite en prison, c'est peu probable. Eloa, quant à elle, aurait eu 30 ans cette année. Et sachez que malgré les preuves, la police n'a jamais admis son mensonge. Ils déclarent encore à ce jour qu'ils ont entendu un coup de feu, puis qu'ils ont agi dans la foulée. Et ça, c'est triste. C'est très très triste. Un mensonge éhonté comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner
ce n'est pas déjà fait. Merci pour tous vos messages qui nous demandaient des nouvelles vu qu'on n'avait pas posté. C'est touchant. Bon, vraiment, on s'y attend pas. Hein. Mais ça nous a touchés, c'était vraiment trop mignon. Voilà. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.